Il était une fois l'histoire d'un ingénieur commercial à la carrière internationale brillante. Il cochait toutes les cases du succès. Il a été cadre chez McKinsey, il a entrepris, il a fondé sa propre structure, Whitestone Group, il est sportif assidu, mais aussi maître de conférences invité à l'école catholique de Louvain-la-Neuve où il a étudié. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Marianne et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent. Apprentissage, conseils et même morale de leur histoire, si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bienvenue sur Once Upon a Business, Frédéric Pouchant. Bonjour Marianne, merci pour l'accueil. Avec grand plaisir. Bon Frédéric, je viens de te présenter avec toutes ces choses que j'ai pu trouver sur toi en cherchant sur les internets. Mais toi, comment est-ce que tu te présenterais ? Tu me fais rougir. Hein. Il n'y a pas de quoi. Donc effectivement, petite correction, c'est l'UCL, donc c'est l'Université catholique de Louvain et pas l'école. Donc j'ai quand même un diplôme universitaire et pas juste un diplôme d'école. Non, mais... Alors toutes mes excuses, mais moi je suis française pour nos auditeurs et chez nous c'est très bien vu d'avoir un diplôme d'école. Ah c'est ça, voilà. C'est bien les différences culturelles, même si on est tous européens. Donc effectivement, oui, alors carrière internationale, je ne sais pas si effectivement j'ai une grande carrière internationale, même si je mesure 1m92 ou 92. mais effectivement, j'ai eu la chance de travailler en tout cas d'étudier dans quelques pays, de travailler dans quelques pays. Et même si effectivement je donne cours qui s'appelle International Business, j'aurais bien voulu en fait passer une plus grande partie de ma carrière à l'étranger, mais ça ne s'est pas fait pour des raisons également familiales. Entendu. Et alors, pour quitter la sphère plus, j'ai envie de dire, estudiantine et familiale, toi, aujourd'hui, comment est-ce que tu définis ton rôle, tes responsabilités professionnelles au quotidien ? Et donc, effectivement, bonne question, puisque en tant que CEO d'une petite entité, je suis amené effectivement à faire plein de tâches différentes. Et c'est vrai que quand je regarde tout ce que je dois faire au bout d'une journée, il n'y a rien qui est très compliqué. Mais en fait, c'est surtout le fait de prendre beaucoup des micro-décisions par jour, donc une dizaine, une vingtaine de décisions, sachant qu'entre guillemets, il n'y a pas de filet. Lorsqu'on signe des documents, des contrats, lorsqu'on fait des virements, on se rend compte qu'effectivement, on a une certaine responsabilité si ça devait mal tourner. Et puis effectivement, comme je disais, on est une petite société, donc on est capable où on doit faire des tâches qui sont à la fois financières, comptables, juridiques, opérationnelles. Donc c'est varié. Ok, et dans toute cette variété de tes tâches, est-ce que tu saurais pointer du doigt un élément qui te motive particulièrement à continuer de faire ton métier tous les jours ? C'est vrai que moi je suis en fait plutôt qu'être un manager, je suis vraiment plutôt un technicien et je me rends compte qu'effectivement j'ai une toute petite équipe ici à gérer puisqu'on est maximum 2-3 au niveau de la holding. Les gens qui travaillent vraiment sont dans les sociétés opérationnelles. Nous, les holdings se doivent d'être légers en termes de personnel. Et c'est vrai que moi, je prends entre guillemets mon pied dès que je fais de la finance, de la comptabilité, des modèles de valorisation, de consolidation, des montages juridiques. Ça me donne pas mal de satisfaction lorsque je fais une belle note sur une société, sur une acquisition. J'ai un certain sentiment de bonheur. C'est ce que je dis, la comptabilité et la finance peut procurer du bonheur. Tu viens de mentionner la structure de Whitestone, à savoir une holding. Peux-tu m'expliquer quelles sont les principales missions de Whitestone en tant que holding ? C'est vrai que les holdings, c'est quelque chose d'assez belge. En fait, il y a beaucoup de holdings. Alors, je ne sais jamais si on dit un ou une holding. Donc, lorsqu'on travaille dans un holding, il y a deux types de métiers. C'est effectivement, d'une part, on va dire, gérer les participations, les investissements qu'il y a dans le portefeuille en tant qu'actionnaire professionnel. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, en fait, faire les 4 métiers suivants pour les participations. La stratégie, le développement, entre guillemets, le développement commercial, la gouvernance et le financement, pas financement du fonds de roulement ou des activités, mais financement structurel de la société, le bon équilibre entre d'une part les fonds propres et d'autre part de l'endettement bancaire. Et puis l'autre grande activité, c'est effectivement l'analyse de nouveaux dossiers d'investissement, puisqu'effectivement, comme je le disais, un ou une holding, c'est une structure, une société qui détient un portefeuille de participation. Et donc, effectivement, il faut venir nourrir ce portefeuille de participation avec des nouveaux investissements minoritaires, majoritaires,
dans différents secteurs en fonction de la stratégie, société cotée, société non cotée. Et donc voilà, donc ça c'est un peu, mais évidemment les nouveaux dossiers d'investissement, on n'en a pas tout le temps, on en élimine beaucoup. Et donc on va dire, ça ne génère pas un flux d'activité courant ou récurrent, mais c'est plutôt des pics d'activité lorsqu'effectivement il y a un dossier intéressant que l'on désire approfondir. Ok, bah écoute, tu me fais une transition toute trouvée, tu vas pouvoir me remplacer, parce que je crois savoir que tu as connu un pic d'activité, même plusieurs cette année, dont tu vas pouvoir nous parler, à savoir quand même l'entrée en bourse de Whitestone. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ça ? Et par exemple, en premier lieu, qu'est-ce qui t'a lancé dans cette opération ? Là, ça va prendre un petit peu de temps, puisque si on démarre la genèse du pourquoi en bourse, c'est vrai qu'on vient de terminer une levée de fonds et beaucoup de gens nous posaient la question, mais pourquoi vous voulez être en bourse ? Il y a quand même beaucoup de sociétés qui se retirent de la bourse, même si en fait, pour être plus précis, de nouveau, depuis on va dire 1 an, il y a de nouveau beaucoup de sociétés qui reviennent en bourse, notamment au travers des SPAC, de nouveau inventés par les Américains, ce qu'on appelle les Special Purpose Acquisition Company, qui est un moyen de rentrer plus facilement en bourse. Et pour revenir un peu en arrière, effectivement, donc moi, avant de lancer Whitestone, j'ai travaillé une dizaine d'années pour la compagnie nationale à portefeuille avec le cofondateur de Whitestone qui est Sandro Hardison. Et effectivement, la CNP était cotée en bourse. Et une des raisons pourquoi j'ai quitté la CNP fin 2011, début 2012, c'est que la famille Frère, donc qui était l'actionnaire majoritaire de la CNP, avait décidé de se retirer de la bourse. Et donc, lorsqu'on a créé Whitestone avec Sandro en 2012, on avait toujours ce rêve, cette volonté, ou je ne sais pas comment il faut l'appeler, de dire, tiens, nous, on a vécu le fait de travailler pour une société en bourse, et notre rêve, c'est de un jour mettre Whitestone, coter Whitestone en bourse. Et donc, cette idée, évidemment, trottait dans notre tête. Et donc, effectivement, est arrivée l'opportunité, un peu à cause de circonstances malheureuses, de trouver une coquille vide sur Euronext Growth Bruxelles, qui s'appelait Evadix. Pourquoi un peu malheureux ? Puisqu'en fait, son fondateur et CEO, Pascal Lerquin, est décédé du Covid en avril 2020. Et donc, cette société, qui était déjà sans activité, s'est retrouvée orpheline. Et connaissant directement Pascal et indirectement un de ses 3 enfants, Chloé, via, j'ai réussi à prendre contact avec sa veuve, Krina, en lui posant la question, tiens, effectivement, maintenant que Pascal n'est plus de ce monde, qu'est-ce que tu comptes faire ou qu'est-ce que les enfants comptent faire de la société ? Et effectivement, la stratégie des enfants était de liquider la société. Et donc, on a réussi rapidement, je me rappelle, ça a pris, je crois, 5 minutes, en janvier de cette année-ci, de trouver un accord pour Whitestone de racheter la société, donc les 70%, les 70% que les enfants détenaient, et ce qui permettait aux enfants de ne pas devoir liquider la société, de récupérer du cash, et surtout de redonner une deuxième vie à la société créée par leur feu père. Et donc, à partir de ce moment-là, une fois qu'on a tapé dans la main avec Krina, effectivement, c'est enchaîné toute une succession d'événements juridiques, puisqu'effectivement, Evadix étant coté en bourse, il y a toute une procédure du Code des sociétés, d'une part, d'autre part, du régulateur qui s'appelle la FSMA en Belgique, qui est l'équivalent de l'AMF en France, pour pouvoir produire ou conduire ces différentes opérations qui étaient dans l'ordre. Donc, lancer une OPA obligatoire, puisqu'effectivement, il fallait donner la possibilité aux minoritaires qui représentaient 30% d'Evadix de sortir aux mêmes conditions que l'actionnaire majoritaire, donc au même prix. Première procédure qui a été lancée, on va dire, autour du mois d'avril, du mois de mai, parce qu'effectivement, il fallait préparer toute une série de documents. La deuxième opération qui a été lancée, c'était effectivement fusionner Evadix avec Whitestone, ce qui allait permettre en fait à Whitestone de devenir coté en bourse. Donc ça s'appelle soit une fusion-absorption inversée ou une IPO inversée. Donc tout ça, c'est une procédure bien déterminée qui est assez longue, mais qui est entre guillemets facile à partir du moment où, d'une part, on est bien conseillé, et ici je dois rendre hommage au cabinet Jones Day et l'équipe de Mathieu Duplat avec Aurélie et Thomas. Non seulement ils sont compétents, mais on s'est bien amusé en faisant ces différentes opérations. Et puis effectivement, donc mener à bien cette fusion qui était, je pense, validée le 27 septembre. Et donc à partir de fin septembre, Whitestone a été coté en bourse avec toute une opération qui a été faite pendant l'été aussi avec ING, qui était en fait de valoriser les deux sociétés, puisqu'effectivement, en cas de fusion, on fait un rapport d'échange entre d'une part un numérateur et d'autre part un dénominateur. Et donc, il fallait évidemment une partie tierce indépendante pour valoriser Whitestone, puisque, comme je le disais, dans Evadix, il y a des minoritaires, et donc il fallait être certain
que la valeur apportée par Wistone, qui allait diluer évidemment ces minoritaires dans Evadix, soit justifiée et soit justifiable. Et donc, à partir de début octobre, Wistone a été coté sur le marché Euronext Growth Bruxelles sous le ticker ROCK, R-O-C-K. Effectivement, on aime bien, comme on dit, on travaille sérieusement, mais on ne se prend pas au sérieux. Et donc, on trouvait le ticker ROCK sympa, évidemment, par rapport au nom Wistone. Et puis, s'est enchaîné la dernière opération, en tout cas au niveau holding, depuis cette rentrée en bourse, qui était une levée de fonds. Donc, effectivement, sur un an, on a fait une OPA obligatoire, une fusion, une levée de fonds. Donc, je pense que c'est pratiquement le maximum qu'on peut faire sur une année calendaire en termes légaux et juridiques au niveau, on va dire, corporate finance. Plus, évidemment, 2 acquisitions. Et donc, voilà. Donc, c'est clair que les vacances sont attendues et méritées, je crois, cette année. Ah là, je pense que les doigts de pied en éventail sur la période de fin d'année vont être les bienvenus. Bravo pour tous ces achèvements sur l'année. Mais j'aimerais bien qu'on revienne ensemble sur certains éléments parce que littéralement, vous n'avez pas échauffé. Et je me demandais si à certains moments de tout ce processus, tu avais connu des périodes de découragement ou même des tentatives de découragement de certains. Non, en fait, bon, un, c'est pas ma nature de me décourager. Et 2, en fait, ça paraît compliqué, mais en fait, c'est pas compliqué dans le sens où il suffit de suivre la loi, il suffit de suivre les règlements. Donc, en fait, c'est vraiment check the box. En plus, bon, d'autre part, quand on est bien conseillé comme on l'a été, c'est beaucoup de travail, rien n'est compliqué, il faut simplement être bien organisé, effectivement, jouer un peu le chef d'orchestre. Et là, effectivement, j'avais plus un rôle managérial que d'habitude, puisqu'il y a quand même beaucoup de parties intervenantes dans le processus, que ce soit le régulateur, les avocats, les banquiers, les participations qui doivent faire le business plan, les auditeurs, le conseil d'administration, les assemblées générales, le notaire, la fiduciaire. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de parties intervenantes, mais honnêtement, c'est pas compliqué puisque la loi nous dit ce qu'il faut faire. Ok, très clair. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve à la fois fabuleux et compliqué dans ce que tu racontes. C'est quand même cette partie managériale qui t'a pris beaucoup de temps. Et aussi le fait que tu sois tombé sur des pépites, si je te suis bien, à savoir le cabinet de conseil qui t'a accompagné. Comment, concrètement, est-ce que tu trouves ces bonnes personnes sur ta route ? C'est vrai que, en plus, je ne suis pas du tout quelqu'un de mondain et donc je ne cherche pas à rencontrer artificiellement les gens au travers de différents cercles ou dîners. Mais c'est vrai que, je pense mes études à l'UCL, donc je dirais que j'ai un réseau quand même assez impressionnant d'amis et / très bonnes personnes au niveau professionnel. Donc c'est vrai que c'est toujours dangereux de combiner amitié et travail, mais lorsque ça fonctionne bien, évidemment, c'est plus de plaisir. Et c'est vrai que là, je dois aussi rendre hommage à Mathieu Dupin, dont j'avais rencontré son épouse qui avait lancé le réseau Entreprendre à Bruxelles, réseau bien connu qui permet de coacher les entrepreneurs. Et effectivement, Mathieu a eu l'intelligence lorsqu'on cherchait un avocat pour notre première prise de participation en private equity, on cherchait un bureau d'avocat. Évidemment, en tant que PME, Jones Day, on va dire, qui est le McKinsey ou le BCG du droit, est juste impayable. Et donc, Mathieu a eu l'intelligence de dire, tiens, je vais te faire un tarif préférentiel, je crois en vous, je crois en Wistone. Et effectivement, donc on a pu, grâce à ça, commencer à travailler en 2015 avec Jones Day. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas, c'est un win-win, puisque quand je vois le nombre d'opérations qu'on a fait avec lui, avec le cabinet Jones Day cette année et qui s'annonce l'année prochaine, effectivement, ça devient un flux d'affaires important. Et c'est vrai que moi, je trouve que le business model souvent est mal fait, puisqu'en fait, souvent, ce sont les grands qui ont une réduction de frais parce qu'ils sont grands, parce qu'ils apportent du volume. Et donc moi, je dis à tous mes fournisseurs, non, on fait l'inverse. C'est lorsqu'on est petit qu'on a besoin d'aide. On n'a pas beaucoup d'argent. Donc aidez-nous lorsqu'on est petit. Et quand on devient grand, à ce moment-là, on pourra payer plus cher. Et surtout, on sera fidèle parce qu'effectivement, on vous sera reconnaissant de nous avoir fait confiance, de nous avoir aidés au début. Et effectivement, moi, je travaille beaucoup avec la fidélité, la transparence et la confiance, et vous serez gagnant à long terme. Il faut prendre cette décision d'aider et d'inverser les business models. Et c'est vrai que moi, j'aime bien toujours casser les codes, sortir des boîtes. Donc, un non n'est jamais un non. Et donc, voilà. Donc, j'aime bien retourner le sablier, les pyramides. Et justement, j'adore le chaos, en fait. Donc, je suis adepte du chaos. Ok, là, clairement, la couleur est lancée. Et ça étant dit... outre ce goût pour le chaos, j'ai l'impression que tu as été très structuré dans ta manière d'approcher les choses parce que certes, tu n'es pas mondain, comme tu le dis, mais tu as su capitaliser sur ton réseau existant, le cultiver par la suite et puis tisser une espèce de maillage super positif puisque là, tu continues de travailler avec ces personnes qui t'ont fait confiance et il en ressort beaucoup de valeur. Donc ça, c'est un apprentissage super précieux.
Et à propos éventuellement d'autres apprentissages dont tu aurais pris conscience à l'occasion de cette opération, je crois, rare que tu as menée à bien, est-ce que tu as des éléments que tu souhaiterais mentionner ? La vaste question. Donc effectivement, alors aussi ce qui est important, c'est un peu un concept, une philosophie générale, c'est toujours s'amuser en travaillant. Et c'est vrai que pourquoi effectivement on a tout, on va dire, ces prestataires, ces fournisseurs mais qui nous font confiance et à qui on fait confiance, indépendamment de l'aspect financier et contractuel, c'est vrai qu'on s'amuse vraiment beaucoup. Et donc je pense qu'effectivement, il faut la vie est trop courte pour s'embêter, il faut surtout pas se prendre au sérieux. Et donc je pense allier travail et amusement est clé, et aussi pour faire durer, je pense, les relations de travail. Donc je pense que comme apprentissage, donc c'est vrai qu'on a un objectif, en fait, ça paraît parfois compliqué pour quelqu'un d'extérieur, comme par exemple, c'est vrai que dire tiens, t'es rentré en bourse, ça fait tout ça. Mais en fait, si on décompose le processus en petits modules, en fait, chaque module devient très facile à gérer. Et donc moi, voilà, par exemple, c'est vrai que comparaison n'est pas raison, mais donc on m'a invité à traverser les Alpes en vélo cet été. J'avais jamais fait de vélo, bon, je suis plutôt un coureur, un marathonien. Bon, tout le monde m'avait dit, Fred, t'es complètement fou de faire la traversée des Alpes. Donc j'allais commencer au mois de mai pour le mois de juillet à m'entraîner. Et puis en fait, si on décompose ça de nouveau en petits modules, on commence à s'entraîner 1 heure, puis voilà, puis on fait des petites sorties. En fait, le challenge devient beaucoup moins compliqué qu'il peut apparaître à des extérieurs, parce qu'effectivement, ils n'ont pas fait le process ou le processus de s'entraîner ou de faire les différentes tâches qui aboutissent au résultat. Donc c'est vrai que moi j'aime bien, je décompose toujours tout naturellement, et en fait tout s'enchaîne sans devoir faire du reverse engineering ou du backtesting ou du rétro-planning comme on dit. Et donc c'est vrai que ça, moi je note rien du tout, et je suis toujours mon intuition, et tout se met toujours picobello comme on dit à l'heure et au jour qu'il faut. Donc voilà, et puis alors bien s'entourer, ça c'est clé. Demander de l'aide quand on en a besoin, hein, c'est clair qu'on ne sait pas tout, donc il n'y a pas de honte à demander de l'aide. Toujours être transparent. L'honnêteté, évidemment, ça paye toujours. Et c'est vrai que ça, j'ai remarqué, parce que le nombre de gens que j'ai revus par hasard, surtout en plus en Belgique, bon, je suppose que la France, dans tous les pays, c'est comme ça, mais la Belgique est vraiment petite. Et donc, toujours être honnête. Et on peut être dur en business, ça, c'est clair, mais il faut toujours être juste. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mon ancien patron, voilà, qui pouvait être extrêmement dur, mais qui était aussi extrêmement juste. Et c'est vrai que si on est juste, et simplement que la décision de ne pas faire est rationnelle, est logique et expliquée, je pense qu'effectivement, ça n'entache en rien la confiance, ou même parfois la relation d'amitié. Et c'est vrai que moi, je travaille avec beaucoup d'amis. Il y a eu parfois des conflits sur des factures, des prestations, mais à partir du moment où on explique bien notre mécontentement ou notre frustration ou notre désaccord, en fait, tout se résout naturellement, et même en plus, je pense, renforce la relation par après. Écoute, là, je voulais essayer de résumer tout ce que tu viens de nous dire, mais en vérité, tu as été super généreux en enseignement. Et de toute façon, on y reviendra tout à l'heure, mais là, pour creuser là-dessus, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton mentor, justement, que tu as évoqué à l'instant ? J'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui est assez connu en Belgique, et même, je crois, au niveau européen, qui s'appelle Gilles Samin, qui était à la fois professeur à la Solvay Business School, et qui était le bras droit d'Albert Frey pendant pratiquement 25 ans, je pense, et qui était quelqu'un qui nous a vraiment appris la rigueur, qui nous a appris à avoir une approche 360 degrés, qui est à la fois donc une approche économique, comptable, financière, juridique et stratégique, qui était quelqu'un de très charismatique, qui est toujours très charismatique, très sportif, puisqu'effectivement, je crois qu'il va faire l'Ironman à 70 ans à Hawaï. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'il met toujours la barre très haute. Évidemment, quelqu'un qui était extraordinaire en négociation. Et c'est là que j'ai appris, en fait, que, je sais pas que c'est un autre conseil, mais le business, un peu comme la vie, parfois, il y a quand même beaucoup de théâtre. Et donc, effectivement, arriver dans une salle, arriver avec une histoire, parfois être gentil au début, parfois être directement attaqué ou, entre guillemets, être méchant pour déstabiliser la partie adverse. C'est vrai que moi, je connaissais un peu son show, son one-man show. Et voilà, c'est vrai que pour moi, quelque chose que j'adore, c'est les négociations. En fait, les négociations, in fine, oui, effectivement, il faut toujours avoir les arguments économiques pour bien négocier, mais ça reste quand même du théâtre, du show, des émotions, puisqu'on est quand même des humains avec un grand H. Donc voilà, donc j'ai appris beaucoup au niveau technique, financier, comptable, certainement,
Et alors aussi, je pense, au niveau humain par rapport au business. Est-ce que, avec un petit peu de recul, puisque maintenant tu as finalisé cette nouvelle levée de fonds... Je croyais que tu allais dire parce que maintenant que tu approches les 50 ans... Non, je ne me permettrai pas, enfin. Est-ce qu'avec ce recul, il y a des choses que tu aurais fait différemment dans ce processus ? Non, le processus en tant que tel, rien différemment. La seule chose peut-être qu'on aurait fait différemment par rapport à Whitestone, donc c'est Sandro et moi, on a commencé en 2012, donc moi j'avais 40 ans à l'époque. Sandro est un peu plus jeune. Et c'est vrai que créer une société from scratch prend quand même quelques années. Alors c'est vrai que l'avantage, c'est qu'on est resté 50-50 au capital très longtemps, jusque 2019, donc pratiquement pendant 7 ans. On avait eu beaucoup de discussions pour faire rentrer des tiers dans le capital. Mais c'est clair qu'on aurait peut-être pu accélérer la croissance comme on est occupé à faire aujourd'hui si on avait fait peut-être d'autres opérations capitalistiques de croissance externe, comme on dit, plus tôt dans notre histoire pour se développer plus vite. Mais voilà, moi je crois aussi, notre apprentissage, attention, la main invisible. Ok. Et donc en fait, quand ça se fait, ça se fait. Et quand ça se fait pas, ça se fait pas. Même chose au niveau professionnel. Et c'est vrai qu'on en parlait avec Sandro, on a quand même failli s'associer avec 3, 4, 5 personnes qui voulaient rentrer dans le capital, puis ça ne s'est pas fait in fine parce qu'on ne s'est pas mis d'accord. Et heureusement, puisqu'on n'aurait jamais pu faire cette opération Evadix, Whitestone, cotation, levée de fonds, si on avait fait une des opérations précédentes, parce qu'effectivement, le capital aurait été déjà trop dilué, trop diversifié, on aurait peut-être perdu en partie un certain pouvoir de contrôle et de décision. Et donc, en fait, heureusement que tout ça ne s'est pas fait. Ok, ça c'est super clair. Est-ce que tu as des obsessions business ? Et si oui, lesquelles ? Oh là là, mais c'est vrai que obsession, c'est toujours trouver le prochain bon investissement. C'est pas tellement pour gagner de l'argent, même si je pense qu'effectivement, surtout lorsqu'on a des actionnaires extérieurs, on doit gagner de l'argent puisqu'on doit rendre des comptes. Mais c'est vrai que moi, j'aime bien trouver la petite pépite, la petite société, qui a un bon business model, qui a une bonne petite niche, qui a un produit super intéressant. Et donc, c'est vrai que maintenant, on va avoir plus ou moins 6-7 millions d'euros à investir. Il faut effectivement trouver la prochaine cible pour pas décevoir ceux qui nous ont fait confiance. Et donc, c'est plutôt une obsession, c'est trouver le prochain business dans lequel investir. Qu'est-ce qu'une bonne pépite ? Qu'est-ce que la thèse d'investissement parfaite selon Whitestone Group ? Moi, ce que j'adore, mais c'est très facile, je crois que tout le monde adore ça, c'est évidemment les revenus récurrents. Modèle SaaS. Voilà, modèle SaaS par exemple. Les consommables qui sont un peu liés à un modèle de revenu récurrent. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il faut remplacer un matériel, parce que ce matériel s'use, et donc il faut le remplacer. Plutôt le business to business, ou ce qu'on appelle le B2B2C, puisqu'effectivement, faire du B2C, donc directement vers des consommateurs, demande quand même plus de moyens financiers, demande des tailles déjà plus importantes. Et c'est vrai que par rapport à notre force de frappe financière, être actif dans des sociétés en B2C est un peu limite. Et donc, c'est vrai qu'avec parfois moins d'argent ou moins d'investissement plutôt, il est plus facile de trouver une société active dans le B2B que dans le B2C. Mais clairement, revenus récurrents, consommables, marge d'EBITDA entre 20 et 30%. Donc, je ne suis vraiment pas exigeant du tout. Mais donc, ça permet de marge nette de 10%. On va dire, voilà, comme ça permet de bien gagner sa vie et de créer de la valeur. Ok, donc là, tu nous as parlé du B2B, du B2B2C. Est-ce que tu as une opinion sur le D2C, les DNVB, quoi ? Voilà, mais par définition, comme il y a plus de C que de B, puisque les consommateurs, on est 11 millions en Belgique, 60 millions en France, et puis on va dire 7 milliards, je ne sais pas combien on est sur Terre aujourd'hui, c'est vrai que ça demande des moyens marketing commerciaux beaucoup plus importants. L'avantage du B2B, c'est qu'en fait, on peut être dans une niche, on peut être une société moi je vois très bien une des sociétés dans lesquelles on est quelques personnes et on fait quand même un chiffre d'affaires assez important parce qu'effectivement, le nombre de consommateurs auxquels on s'adresse, par définition, est beaucoup plus réduit. Et donc, les moyens financiers qu'il faut mettre en œuvre pour aller contacter, chercher ces consommateurs sont plus réduits. Et donc, en fait, on prend beaucoup moins de risques financiers. On a besoin de moins de moyens financiers. Et donc, c'est vrai que le B2C est quand même... Alors, c'est vrai que le digital permet aujourd'hui de faire du B2C, je pense, avec moins d'argent et avec moins de temps nécessaire qu'auparavant. Et même si on voit les montants que ces sociétés dépensent en publicité digitale, c'est quand même beaucoup, beaucoup d'argent. Et il faut quand même des tailles critiques très importantes pour commencer à être rentable.
et souvent les marges sont relativement faibles. Donc c'est vrai qu'il faut, après, je ne dis pas qu'il n'y a pas qu'Amazon, mais il faut faire beaucoup de chiffre d'affaires pour, à un moment donné, être profitable. Et donc, comme moi, je suis un obsédé des capitaux investis, donc c'est-à-dire, puisqu'effectivement, c'est ce que j'apprends à mes étudiants, pour générer un business, il faut mettre de l'argent dans la société, dans les stocks, dans ce qu'on appelle le working capital, le fonds de roulement. Et donc, en fait, il faut toujours voir ce que les capitaux investis rapportent comme rentabilité. C'est le fameux NOPAT sur capitaux investis, qui doit être plus grand que le WACC, un peu de théorie financière, qui doit être plus grand que le coût moyen des capitaux, puisqu'effectivement, quand on est une entreprise, on doit rémunérer ses actionnaires, qui demandent peut-être 10, 15, 20, 25% par exemple, si c'est une start-up ou une scale-up, et rémunérer les banquiers. Bon, là, on a de la chance, depuis plusieurs années, la dette bancaire ne coûte pas grand-chose, mais effectivement, une société a besoin des capitaux, mange des capitaux, et donc il faut être certain que l'activité qui est générée, la rentabilité qui est générée par ces capitaux, ça soit supérieur à ce que ça nous coûte. Sinon, à un moment donné, on n'arrivera pas à payer les banquiers ou nos actionnaires ne seront pas contents. Et est-ce que tu saurais me dire à partir de quel volume d'affaires tu prends des participations dans une entreprise ? Donc aujourd'hui, on a mis la taille un petit peu plus grand après la levée de fonds, et donc on cherche plutôt entre 5 et 25 millions d'euros de ce qu'on appelle donc valeur d'entreprise, donc la valeur de l'equity et plus la valeur de la dette. Donc voilà, entre 5 et 25 millions d'euros, mais de nouveau, on ne s'impose pas des règles, et on est toujours très opportuniste, agile, pour pas éventuellement passer à côté de la pépite ou du bon dossier, si par exemple c'est plus que 25 millions d'euros, ou pourquoi pas moins de 5 millions d'euros. Et avant la levée, vous étiez à quel seuil ? On était plus, on va dire, entre 1 million et 5 millions. Ok. Alors maintenant, on se remet dans un contexte post-levée qui est encore toute fraîche. Vous entrez en général plutôt en seed, plutôt en série A. Est-ce que vous avez une religion par rapport à ça ? Mais donc de nouveau, nous, on a une stratégie qui est complètement atypique. Alors, je ne dis pas que c'est la meilleure stratégie, mais en tout cas, il faut toujours être différent dans tout. Et donc, dans la stratégie, et surtout dans le monde très compétitif de l'investissement, il faut être différent. Et donc, nous, notre stratégie, c'est d'avoir 75% de sociétés matures. Donc, on rachète des sociétés qui gagnent déjà de l'argent. Bon, l'avantage, c'est qu'on les paye moins cher. On peut mettre de la dette bancaire. On réduit fortement le risque. Et donc, c'est seulement pour 25% de notre portefeuille où là, on fait des start-up ou des scale-up. Donc c'est là que les différentes nominations de rente de financement interviennent. Pour les sociétés matures, ça n'a évidemment aucun sens. Et donc, c'est vrai qu'ici, de nouveau, il n'y a pas de règle. Lorsqu'on investit dans une start-up ou dans une scale-up, ou une start-up qui devient une scale-up, en fait, in fine, on investit sur le management, sur les administrateurs / actionnaires. On sait très bien que le business plan ne sera jamais réalisé tel quel, qu'il faudra peut-être repositionner 3, 4, 5 fois le business model, revoir le pricing. Et donc il faut trouver cet équilibre et trouver ces bonnes personnes qui sont capables de porter le projet. Lorsque c'était un peu le cadre Fidelity dans lequel on est rentré, mais c'est quoi, en fin octobre ou novembre. Et donc là, effectivement, là, c'est un peu différent. C'est à la fois une société qui a beaucoup de potentiel de croissance, mais qui gagne déjà de l'argent. Donc on va dire que c'est une scale-up, mais qui est rentable, voire très rentable. Et donc là, effectivement, j'ai rencontré le CEO, j'ai rencontré Christian qui s'occupe du commercial. Et donc, effectivement, c'était aussi, même si là, c'était l'importance des hommes est peut-être un peu moins importante parce qu'on sait que le business model fonctionne et est rentable. Quand c'est une société de 15 personnes, il faut quand même bien sentir et avoir confiance dans les dirigeants puisque, in fine, 2 ou 3 personnes sur 15 personnes, ça fait quand même beaucoup de monde. Et donc, si effectivement, on ne sent pas ces personnes où il n'y a pas une confiance réciproque, effectivement, il faut peut-être mieux pas investir. Donc, voilà, même si les chiffres sont bons, il faut aussi, je pense, que les personnes soient bonnes. Un autre exemple, c'est Morning Blue, dans lequel on a investi, qui est ce qu'on appelle le Death Tech, donc qui est une société qui gère à la fois le pré-décès et le post-décès. Et là, de nouveau, c'était plus un pari sur des personnes qui ont lancé cette société. Donc, heureusement que dans le monde des affaires, les hommes avec un grand H, et j'insiste, sont toujours une composante clé de notre analyse, évidemment. Donc, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute, comme le dit l'adage populaire. Et encore une fois, on capitalise sur l'humain, comme tu l'as mentionné, et aussi sur la capacité de l'entreprise à être rentable. Voilà, exactement. On aime bien, comme on aimait bien dire à la CNP, on est un peu les fermiers de la finance. Okay. Et donc, on aime bien le cash qu'il y a dans le tiroir caisse. Et donc, comme ça, voilà, ça permet de mieux dormir. D'autant plus que dans un monde où il y aura beaucoup d'inflation, c'est vrai que le pricing power est clé.
Et non, c'est vraiment ce que tu disais, tiens, quand il y a des doutes, il n'y a pas de doute. Ça, c'est peut-être aussi un défaut que j'ai, un de mes défauts. C'est vrai que je ne doute pas souvent, même voire très rarement, même si effectivement, voilà, maintenant je suis entouré d'un conseil d'administration plus important, un comité d'investissement, ce qui est bien, parce que sinon je pense que c'était quand même beaucoup de responsabilité d'investir, surtout quand c'est pas son argent, quand c'est l'argent des autres. Heureusement qu'il y a une décision plus collégiale que moi, Frédéric, ou nous, Frédéric et Sandro. Mais c'est vrai que parfois, je devrais peut-être plus douter. Voilà, donc je peux être têtu parce que je n'ai pas de doute. Ce qui n'est pas bon en soi non plus. Hein. À méditer. Je ne vais pas faire de commentaires. J'ai peur de prendre les pieds dans le tapis. En fait, j'ai pas le temps de douter. C'est ça le problème. Oui, parce qu'en fait, il y a trop de décisions à prendre tous les jours. Donc, si effectivement j'avais le moindre doute, je dormirais pas ou je prendrais trop de temps à tout gérer. Et puis, il y a la main invisible on a une bonne étoile. Donc, Nous voilà arrivés aux questions rituelles de fin, Frédéric. Il se trouve que tu as déjà répondu à l'une de ces questions, à savoir qui est ton mentor, et qu'il en reste 2. La première, mais je pense qu'on a un début de réponse. Quelle est ta potion magique ? Effectivement, ma potion magique, c'est le sport. Donc, je fais beaucoup de sport et ça me permet, en fait, évidemment, de me détendre, mais aussi, en fait, beaucoup de réfléchir. Je crée beaucoup, en fait, quand je fais du sport. Mon cerveau n'arrête pas de tourner. Et donc, en plus, j'adore la nature. Donc, faire du sport dehors, ça combine la nature, la création, le fait d'être en forme. Ça serait que physiquement, c'est important de tenir le coup. Donc, voilà, le sport qui est ma potion /drogue. Mais je ne me dope pas. Pas encore, en tout cas. Merci pour cette précision. Et pour le mot de la fin, est-ce que tu aurais une morale à poser sur ton histoire ? Mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir la belle exposition de David Hockney aux Beaux-Arts à Bruxelles, et un interview de lui. Il est toujours vivant, je pense qu'il a 92 ans. Et effectivement, l'interview lui demande, tiens, si vous deviez donner un conseil aux gens, quel serait-il ? Et donc il répond simplement, we have one life, on n'a qu'une seule vie. Donc effectivement, mon conseil, un peu mon adage, c'est qu'il faut tout faire à fond. Mais si vous faites quelque chose, faites-le à fond, faites-le bien, ayez de la passion. Et la vie est trop courte pour s'embêter. Merci à toi pour ton temps et ta passion, le temps de cet échange. Très bonne journée. Au revoir Frédéric, merci. Merci beaucoup, au revoir. Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute. Et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits. Once Upon a Business a été monté, réalisé et produit par Rumeur Podcast.